C'est le premier anniversaire de la présidence ukrainienne. Il y a presque un an maintenant, certains d'entre nous qui sommes présents dans la salle étions à Kiev, ou en tout cas sur le départ, pour aider les Ukrainiens à garantir leur vote vers la démocratie et le chemin qu'ils avaient choisi sur le Maïdan dès le mois de novembre 2013. Je vais passer tout de suite la parole à son Excellence Monsieur Oleg Shonchur, parce que je pense que ce sera plus intéressant de l'écouter. Donc d'abord, je vais aussi, comme le Pasternak, dire que je suis heureux de vous accueillir, de parler ici devant vous pendant la soirée anniversaire de l'élection présidentielle en Ukraine en mai 2014. C'était un événement absolument unique dans l'histoire d'Ukraine. Comme le citoyen ukrainien, j'ai vécu à travers toutes les élections présidentielles de 1991, mais c'était vraiment un événement unique et très significatif dans l'histoire d'Ukraine. Et je me souviens de ce jour, donc la tempête, aussi les lignes dans les stations de vote énormes, mais tout était tout à fait déterminé de voter pour l'unité d'Ukraine, pour le futur européen d'Ukraine, et c'était formidable. Donc, élan qui j'ai aperçu pendant la votation dans les stations de vote, c'était énorme et c'était vraiment quelque chose inoubliable. Et donc, je tiens à féliciter tous les observateurs et je vois beaucoup de gens qui étaient observateurs pendant les élections présidentielles en Ukraine et beaucoup d'entre vous ont travaillé pour la réussite du scrutin ici en France, parmi les Ukrainiens en France. Je pense que maintenant c'est très clair que l'élection de Petro Poroshenko, un candidat pro-européen dans le premier tour, a créé de nouvelles possibilités pour notre pays, le pays face à un tournant de son existence, de son histoire. Cette élection a prouvé que notre pays est uni dans l'approbation du choix européen et des valeurs démocratiques défendues en Maïdan. Selon la conclusion de la mission de l'OSCE, le scrutin s'est tenu avec un taux de participation élevé et conformément aux plus hauts standards internationaux, malgré la situation toujours dramatique, bien tragique à l'est de notre pays. Cette première année pour le président Poroshenko, mais pour son équipe et pour nous tous, les Ukrainiens et les amis d'Ukraine, a été une année de défis énormes, mais aussi des perspectives. Des pertes absolument terribles, mais aussi de nouveaux espoirs. La Russie autoritaire a déclenché la guerre contre l'Ukraine démocratique en commençant par l'annexion de la Crimée. Nous avons perdu presque 7000 Ukrainiens, civils et soldats. Nous avons perdu 20% de notre PIB. Les difficultés économiques sont immenses. C'est clair, plus que jamais, que notre victoire sera possible dans le cas de la mise en œuvre de réformes radicales, selon le modèle et standard européen dans tous les domaines de notre vie. Un vaste programme de réforme est intégré dans la stratégie de 2020 du président Poroshenko, ainsi que dans le programme d'action du gouvernement. Ces documents sont basés sur l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Ils comprennent la lutte contre la corruption, la réforme judiciaire,
les réformes de l'administration publique, la réforme constitutionnelle, la décentralisation, la réforme du secteur énergétique. Ce sont des réformes dures pour notre population, surtout dans les conditions de la guerre. Nous avons gelé les salaires et les retraites. Nous avons multiplié par 6 les tarifs de services communaux. Mais en même temps, nous avons largement dérégulé notre économie, supprimé des niches fiscales, entamé une décentralisation budgétaire. Nous avons imposé de nouvelles taxes aux oligarques et lancé des enquêtes contre jamais vues dans l'histoire du Canada. La lutte contre la corruption se trouve parmi les priorités et il y a déjà des résultats concrets dans ce domaine. Sur l'initiative du président, le Parlement a adopté 5 lois cruciales qui abordent ce problème. Le Bureau national anticorruption a été récemment créé et il a été conçu selon les standards internationaux les plus hauts. Nous sommes éliminés les intermédiaires dans le secteur du gaz et aujourd'hui, nous avons que le contrat direct entre les compagnies gazières, parmi eux le Gaz de France. La bonne gouvernance et la réforme de la fonction publique sont également en bonne voie. Il s'agit de lois harmonisées avec le nord de l'Union européenne sur la fonction publique. Nous avons amélioré dans le manière significative le système des marchés publics sur la base des principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Nous sommes conscients que nous n'obtiendrons pas la totalité des résultats demain. Nous vivons encore dans un vieux système. Un système comme ça ne se répare pas. Il faut en bâtir un nouveau. La tâche du président Poroshenko et du gouvernement d'Arseniy Yatsenyuk, la tâche de tous les Ukrainiens est de poser les fondations et de donner une impulsion au changement si nécessaire. En ce temps difficile, la nation ukrainienne est restée plus cohérente et plus unie que jamais. Notre combat dans l'est de l'Ukraine est une partie intégrale de notre lutte pour la liberté et une réelle souveraineté pour l'Ukraine, mais aussi pour l'avenir de l'Europe. L'Europe, à mon avis, je suis absolument convaincu, a besoin d'une Ukraine prospère, car notre victoire est le succès d'un modèle basé sur les valeurs démocratiques. Arrêter les questions russes signifie se donner une chance de créer un nouveau mécanisme efficace de sécurité européenne. Plus forte sera l'Ukraine, plus forte sera l'Europe. Enfin, je veux remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation et je suis absolument sûr de la réussite de cette soirée et bien sûr pour notre sponsor qui ont fait possible cet événement. Merci. Merci, Excellence, pour ce bilan. Le programme qui est prévu, c'est de vous présenter un peu la mission des observateurs. Donc, j'aurais pas dû toucher ce micro. Bon, on va le faire. Donc, le CRUF, j'en profite pour vous présenter le CRUF, le comité représentatif de la communauté ukrainienne, qui a été fondé en 1997 à l'initiative de 15 associations fondatrices et qui envoie depuis 2004 maintenant des observateurs par l'intermédiaire du Congrès mondial ukrainien, que je tiens à remercier aujourd'hui parce que sans le Congrès mondial ukrainien, nous n'aurions pas notre accréditation pour être officiellement observateurs internationaux. Et j'en profite donc aussi pour remercier le ministère des Affaires étrangères qui, en 2004 et en 2014, nous a permis de partir dans de meilleures conditions et d'envoyer davantage d'observateurs grâce aux subventions qui nous ont été attribuées. Et je remercie particulièrement Madame Dumont, qui est donc sous-directrice de l'Europe orientale, et son collaborateur Jean-Christophe Thiabaut, qui est à côté d'elle. Je ne vais pas m'étendre maintenant sur le rôle de l'observateur. Si vous avez des questions, on pourra en débattre, en tout cas demander
pour des élections à venir, comment on peut s'inscrire. On a déjà des petits bulletins. Je vais peut-être passer la parole à Galia, si tu veux bien te rapprocher, Galia Ledieu, voilà, qui est partie en tant qu'observatrice, alors pas vraiment officielle. En mai 2014, rappelez-vous la situation, la Crimée est annexée et le Donbass est déjà occupé par des séparatistes. Et Galia était inscrite officiellement et accréditée en tant qu'observatrice internationale, mais le Congrès mondial ukrainien a décidé de n'envoyer aucun observateur ni à Donetsk ni à Luhansk. Galia est elle-même originaire de Donetsk. Elle est partie incognito, sans sa carte. Je pense que je dois l'avoir encore, ta carte à la maison. Je pense que je te l'ai permise. Il faudra le faire à l'occasion. Et donc Galia, je pense, a un témoignage à apporter important sur la situation à Donetsk. Je peux vous assurer que moi, je n'étais pas du tout rassurée. Je suis restée au QG du Congrès mondial ukrainien à Kiev. Et toute la nuit, en fait, avec Philippe Delarac, j'en profite pour vous aussi vous présenter, si tu veux bien. Tout le monde ne te connaît pas forcément, philosophe français. Philippe a été inscrit également sur la liste des observateurs, mais il n'a pas pu avoir son accréditation parce que son passeport était périmé. Mais il voulait tellement participer à cette mission qu'il m'a dit « Je serai ton assistant technique ». Voilà, donc pour moi ça a été un grand honneur d'avoir à mes côtés ce grand philosophe français qui m'a permis aussi de contacter nos observateurs tout au long de la nuit. Parce que le rôle de l'observateur ne s'arrête pas juste à la 20h au moment de la fermeture des bureaux, mais continue jusqu'au lendemain, quelquefois même jusqu'au surlendemain. Donc là, je vais passer la parole à Galia, et je peux vous dire qu'on a échangé quelques SMS dans la nuit, et je n'étais pas du tout rassurée sur ce qu'elle me racontait par SMS. Bonsoir. Oui, c'est mieux. Bonsoir. Je ne voudrais pas faire trop peur à la salle, surtout que mes enfants sont là. Comme je suis saine et sauve, donc je peux maintenant en parler. Parce qu'une maman héroïne comme ça qui va à Donetsk, non, pas héroïne, inconsciente. Voilà, donc quand je notais religieusement les instructions de Natalka qu'elle nous donnait à nos autres observateurs qui devions partir en Ukraine, je n'imaginais pas un instant que je serais la seule dans cette formidable équipe à ne pas pouvoir les appliquer. En fait, j'étais la seule observatrice qui a observé les élections qui n'ont pas eu lieu. Dans l'ordre, donc, je suis arrivée à Donetsk sans prévenir ma famille sur place parce que sinon j'aurais été beaucoup trop inquiète. Et un ami, un homme d'affaires de Donetsk est venu me chercher avec deux gardes du corps. La première chose qui m'a surprise, c'est de voir cet aéroport de Donetsk, flambant neuf. Ça marche? Non. Voilà. Où il y avait un seul vol, le mien, qui était arrivé. On a mis 1h30 à récupérer les bagages, aller savoir ce qu'ils cherchaient dedans. Il y avait un groupe d'hommes jeunes sportifs avec une apparence un peu menaçante qui était dans l'avion. J'ai jamais compris qui c'était. Et avec mon ami, nous avons traversé Donetsk, en ville millionnaire, un vendredi soir où tout le monde sort, où il y a normalement des embouteillages énormes. Nous l'avons traversé en 10 minutes et j'ai compté entre l'aéroport de Donetsk et le centre-ville où habite ma famille, 12 personnes qui se promenaient. Donc Donetsk, à cette époque, c'est une ville vide, c'est une ville qui vit dans l'attente de quelque chose de terrible. Ça se sent, c'est une ville qui a peur. Et la peur, elle est épaisse, elle est palpable. Et c'est une ville qui est complètement vidée de ses habitants. Tout le monde, les gens qui ont pu partir sont partis, les autres se terrent chez eux. Ils ne savent pas d'où peut venir le danger, comment elle serait. Il y a des bruits qui circulent. L'armée ukrainienne viendra nous bombarder, il y aura des avions, il y aura de tout. Les gens qui sont censés les protéger, donc les séparatistes, ont l'air très menaçants. Pas assez à leurs yeux, mais moi, venant d'extérieur, j'ai eu peur tout de suite. Et pour la première fois de ma vie, je rasais les murs dans ma propre ville. C'est une sensation qui est très, très bizarre. Donc, j'avais un samedi entier avant les élections pour me balader dans la ville, voir les bureaux de vote, comment ça se prépare, etc. En fait, je pensais vraiment pouvoir accomplir ma mission. Sauf que mon nom a malencontreusement circulé en tant qu'observatrice
à Donetsk avec un numéro de portable ukrainien, donc il n'était pas question de parader et de se présenter devant les bureaux de vote. J'ai fait actionner mon réseau local, donc il y avait des amis qui tenaient absolument à aller voter, des gens courageux, il faut le dire, et qui sont allés faire ces recherches à ma place, qui m'informaient en temps utile. Moi, j'ai pu quand même me balader en centre-ville, et j'ai passé ma journée à informer les journalistes français sur ce qui se passait. Donc j'étais la source anonyme ou la source sûre qui racontait ce qui se passait vraiment. Donc j'ai pu assister à un meeting sur la place Lénine avec énormément de drapeaux russes, avec des discours qui glaçaient le sang. J'ai même noté quelques phrases qui, en fait, en France, on va en prison pour même que ça. Donc j'ai noté, je suis désolée mes enfants de dire des horreurs pareilles. L'Europe, c'est une bande de dégénérés conduite par des judo-maçons, ou bien les Européens sont des porcs élevés dans la boue. Et la foule qui applaudit à ça. À côté, vous voyez les portraits de l'exécutif ukrainien qui sont accrochés sur les couronnes mortuaires, avec les traces de balles dans le front. Voilà l'ambiance. En même temps, ces meetings sont très peu nombreux. Il faut dire que j'ai compté samedi peut-être 200 personnes sur la place Lénine. Pour une ville millionnaire, c'est quand même rien du tout. Des badauds, des retraités, pas de jeunesse du tout. En fait, les gens qui passaient par là, qui ont entendu la musique, les haut-parleurs, voilà, qui se sont arrêtés, sans plus. Et en même temps, vous aviez des gens de l'Oblot, donc les milices locales qui étaient armés, qui surveillaient les voitures qui arrivaient. Et en fait, c'était assez décourageant pour prendre des photos. Je voulais prendre plein de photos. En fait, j'ai pas pu du tout. Donc, mon ami homme d'affaires qui est venu me chercher m'a décrit l'ambiance. Son propre directeur a été kidnappé, on lui a massacré les mâchoires, donc on a exigé une rançon de 20 000 $. Il a essayé de négocier, on lui a dit avec les Russes on peut négocier, mais finalement il a préféré payer pour ne pas être redevable aux Russes, il a bien fait. Donc expropriation des voitures de luxe d'abord, de voitures tout court après, expropriation des maisons, les gens qui disparaissent. Donc cet ami m'a dit tout de suite, les élections n'auront pas lieu. D'un côté, d'un autre côté, tu fais attention et surtout, tu ne racontes pas d'où tu viens parce que pour ta famille, c'est dangereux. Tu viens en France, potentiellement, tu as beaucoup d'argent, voilà. Dans cette ambiance, donc, commence notre dimanche. Je fais connaissance sur place avec Marc de Chalvron, grand reporter de France 2, qui devait intervenir ce soir, mais malheureusement, les contraintes professionnelles l'en ont empêché. Marc était sur place depuis 2 semaines et il était obligé de se faire accompagner dans ses reportages par des séparatistes. Donc il a vu des choses pas belles du tout. Il les a accompagnés dans les bureaux de vote où il prenait des urnes et les urnes étaient amenées sur la place Lénine, pas sur la place Lénine, devant l'administration régionale pour être écrasées devant les caméras. Bref, on décourageait les gens par tous les moyens d'aller voter et surtout on cherchait par tous les moyens de leur faire peur. Néanmoins, je trouvais que la population de Donetsk, tout en ayant peur, n'avait pas pris la pleine conscience du danger, ce que représentaient ces défenseurs. On m'a proposé de faire une promenade pour voir la première barricade, c'était la seule, autour de l'administration. L'administration tristement connue pour avoir organisé des salles de torture dans ses sous-sols, donc il y avait plein de gens qui ont été enlevés. On a appris ça plus tard. Là, j'ai vu une barricade qui a été construite sur le modèle des barricades de Kiev. Ils appelaient ça leur Maïdan à eux. Et j'ai vu que ça a été gardé par par des rompus de la société, malheureux, ivres morts, et surtout armés. C'est ça qui faisait peur. Et ça ne faisait pas peur apparemment aux habitants de Donetsk. Peut-être qu'ils se sont habitués, peut-être qu'ils n'imaginaient pas que ces gens-là puissent tirer. Ils ont tiré, c'était dimanche, donc le jour des élections a commencé. J'avais une amie qui tenait absolument à aller voter, donc je l'ai présentée à Marc de Chalvron, qui tenait à accompagner des gens de Donetsk qui vont voter. Ils ont fait plusieurs bureaux de vote, donc partout la porte fermée. Un seul bureau ce jour-là a été ouvert, il est resté ouvert 12 minutes. Il y avait 17 hommes armés qui sont venus, qui ont menacé donc le chef du bureau, donc qui a aussitôt fermé. Et après, rien. Il ne se passe rien dans la ville.
Sauf qu'à midi, on était à la maison, donc en plein centre de Donetsk, et on entend des rafales de Kalachnikov, mais plein de rafales. Et d'un seul coup, ça fait peur, c'est la première fois de ma vie où j'assistais à ça. Mon neveu était à l'extérieur, on l'appelle, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai entendu les tirs, je ne sais pas d'où ça vient, je rentre. Et aussitôt, on apprend qu'en fait, les tirs, c'était les combattants, les mercenaires tchétchènes, qui étaient joliment alignés sur la place Lénine et qui ont tiré en l'air. Ils étaient une cinquantaine, donc en mémoire des frères de combat tombés je ne sais pas où. Et vous avez des retraités qui ramassaient les douilles de ces balles. C'était juste kafkaïen comme image. C'était les premiers tirs que j'ai entendus. Et le reste de la journée s'est passé assez calmement. Donc les élections n'ont pas eu lieu. Je n'ai pas eu mes bulletins de vote, en fait, les copies que j'étais censée t'amener à Kiev. Et je me suis dit, bon, tant pis, c'est comme ça. Lundi matin, je rentre. Et c'est là où ça s'est corsé. Parce qu'en fait, dès les premières heures, l'annonce sur Internet, votre vol est retardé. En fait, le premier vol a pu partir à 7h du matin. Et le mien, 11h40, n'a jamais décollé. Les premières explosions ont retenti à l'aéroport de Donetsk. Marc de Chalvron a essayé d'y aller pour filmer un peu, mais bon, il y avait déjà des barrages, on l'en a empêché. Et l'autre solution, c'était de prendre le train. Bon, les informations sur le train, premier homme abattu à la gare de Donetsk, abattu par une balle. Que faire? Comment sortir de cette ville? C'est là où vous vous dites, qu'est-ce que je fais là? Parce que j'inflige ça à ma famille, mes enfants. Donc, heureusement, mon père a fait une carrière dans les chemins de fer et a gardé toutes ses connexions. Comme ça, on a pu apprendre que les wagons qui venaient de Kiev s'acheminaient quand même vers la gare de Donetsk pour repartir sur Kiev. Donc, il y avait un maigre espoir. Et en même temps, on a appris que la gare a été évacuée, les passagers devaient se cacher dans les sous-sols. Bref, aucune information fiable, de nulle part. Et là, vous êtes juste au milieu de ça et vous ne savez pas quoi faire et comment faire. Donc on prend au dernier moment une décision d'aller quand même physiquement à la gare, parce que tant qu'on n'a pas vu de nos propositions, on ne sait pas. On traverse la ville en vitesse, en 10 minutes, et sur la route, on croise juste un bus de ligne. En fait, il ne devait pas avoir le Wi-Fi pour savoir que la gare a commencé, donc il s'acheminait calmement vers la gare. La gare vide, effectivement, j'ai pu avoir, grâce à mon père, la dernière place dans ce train. Et tous les trains qui ont suivi ont été pris d'assaut, surtout par les femmes avec leurs enfants, qui ont compris que la guerre a commencé. Voilà. Et le train, il a mis 11 heures pour aller jusqu'à Kiev, au lieu de 7 heures habituelles, en s'arrêtant au milieu de nulle part, pendant 1 heure, parfois 1 heure du matin, en repartant vers Donetsk. Et les 11 heures, imaginez 11 heures avec les sonneries de portable incessantes. Voilà. Et tous les gens qui nous racontent qu'à Donetsk, il y a eu une explosion par-ci, des tirs par-là. Et voilà, vous quittez votre ville en laissant votre famille derrière. Et surtout, vous comprenez ce qui a commencé. Donc, dans ces conditions, j'arrive à Kiev, où Natalka était effectivement très inquiète, mais qui était un très grand soutien. Je te remercie encore. Et je vois cette joie, ce soleil. La démocratie triomphe. Il n'y a que moi qui n'arrive pas à être vraiment heureuse. Et j'essaie en fait de dire ce que j'ai vu, que la guerre a commencé. Et personne ne veut me croire. Et je comprends. Parce que après tout ce que l'Ukraine a traversé, croire à une mauvaise nouvelle, mais personne n'a envie. Donc voilà, j'ai passé une belle journée avec les observateurs qui m'ont raconté de vraies expériences d'observation. Je ne désespère pas de vivre 100 jours quand même, pour de vrai. Et vous savez tous ce qui est arrivé depuis à l'est, à Donetsk. J'ai du mal à être optimiste, j'aimerais bien vous croire, monsieur l'ambassadeur. Je sais que Donetsk, c'est l'Europe, je sais que c'est l'Ukraine, je sais que, enfin, j'espère que ça ne deviendra pas une nouvelle Transnistrie, ni Ossétie du Nord, j'espère. Je sais que ça prendra du temps, et surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent, on peut lire, surtout sur Internet, en fait, les habitants de Donetsk sont accusés d'être des collabos, ils l'ont cherché, ils ont volé Poutine, etc. Sachez que c'est une population qui était largement désinformée. Ils ont subi un vrai lavage de cerveau de par les médias russes,
parce que, de par leur proximité géographique, culturelle, linguistique, autre, voilà, ils écoutaient naturellement la télé russe et pas la télé ukrainienne. Et on voit le résultat. Mais c'est une population qui est perdue, désespérée, et avant de les juger, ayez pitié d'eux. Voilà, il faut les aider. Il y a beaucoup de moyens de les aider. Les parlementaires ukrainiens peuvent faire beaucoup de choses en améliorant notamment les conditions de circulation pour ne pas empêcher les pauvres babouchkas qui vont voir leurs petits-enfants d'aller d'une ville à l'autre. Parfois, les villes que 5 km séparent appartiennent l'une à la République DNR, j'ai du mal à prononcer ça, l'autre est contrôlée par l'armée ukrainienne. Donc, ils vivent dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. Mais j'espère qu'un jour, ils connaîtront une autre Ukraine, ils connaîtront une vraie vie, ils pourront être épanouis et qu'ils oublieront l'animosité vis-à-vis de l'Ukraine et tout ce qui est ukrainien qui les anime maintenant, parce que ce n'est pas un sentiment qui vient de l'intérieur, c'est un sentiment qui a été imposé, qui a été provoqué et développé par la propagande du voisin. On n'a pas toujours la chance avec ce voisin. Voilà. Je vous remercie. Pareil, merci Galia. Je peux passer la parole à quelques observateurs. Je vois Nicolas là-haut. Il y a Stéphane aussi, mais Stéphane, je te donnerai la parole après, parce que tu vas parler un peu de ton film. Peut-être Philippe Delara, quelques commentaires sur la situation et peut-être sur l'évolution du pays un an après, ou en tout cas pendant cette année, ce qui s'est passé. Alors je rappelle que Philippe est aussi chroniqueur, c'est comme ça qu'on dit, chroniqueur au journal Tejden, qui paraît en anglais sur Internet et qui paraît chaque semaine en ukrainien, l'équivalent de l'Express français. Voilà, donc Philippe suit la situation en Ukraine depuis plus d'1 an, de façon très attentive, et la parole d'un philosophe français peut peut-être nous donner un espoir. Merci. Merci. Donc moi j'ai eu pendant cette élection une expérience qui est exactement le contraire de celle de Gala, puisque j'étais à Kiev aux côtés de Natalka, et la caractéristique de ce qui s'est passé à Kiev ce jour-là, c'est la normalité. À part l'importance et le désordre des queues dans les bureaux de vote et cet orage spectaculaire du dimanche après-midi, on peut dire que cette élection était, du moins en apparence, un non-événement. Et en fait, l'impression en même temps il y avait une fébrilité, non seulement à cause des nouvelles de l'Est, mais bien sûr de l'importance ressentie de cette élection. Mais comment dire, il y a 1 an, on avait l'impression que la révolution était terminée et que l'Ukraine entrait dans une vie normale d'État démocratique, malgré cette guerre, malgré l'occupation de la Crimée. Et il y avait un mélange de joie et un peu de nostalgie de la fin des événements héroïques du Maïdan. On commençait à débarrasser le Maïdan, on croisait beaucoup de militants un peu désœuvrés, inquiets du lendemain. Or, 1 an après, c'est exactement le contraire. J'ai aujourd'hui, au contraire, l'impression que la révolution ukrainienne a commencé le 25 mai de 2014 et ne s'est pas arrêtée, à la fois pour le pire, bien sûr, puisque la guerre s'est intensifiée et elle porte son nom. Mais je me souviens, il y a 1 an, personne ne parlait vraiment, on n'osait pas employer le mot guerre, qui est devenu aujourd'hui, hélas, une évidence. Mais ce qui est une évidence aussi, c'est que cette révolution est une vraie révolution qui n'a fait que commencer avec l'élection présidentielle, et toutes les nouvelles que nous avons tous les jours, ce sont bien sûr les morts, les combats, les difficultés économiques du pays, mais aussi les réformes, et aussi cette extraordinaire mobilisation de la société ukrainienne, que ce soit pour l'aide aux réfugiés, le soutien aux familles des victimes
des gens qui sont tombés sur le Maïdan. Il y a une créativité, un héroïsme du quotidien. Il faut parfois se pincer pour s'assurer qu'on ne rêve pas. Et si le Maïdan, en tant que lieu, aujourd'hui, est revenu à son quotidien normal, on peut dire que l'impression qu'on a, c'est que toute l'Ukraine, tous les jours, c'est Maïdan. Et donc je m'attends encore à des surprises. Et comme monsieur l'ambassadeur, et contrairement à beaucoup d'amis ukrainiens, voilà, je suis incurablement optimiste, non pas par nature, mais dopé par cette révolution, la somme de dévouement, d'inventivité, de désintéressement, d'humour aussi, dont l'Ukraine fait la preuve tous les jours. Voilà, j'y retourne la semaine prochaine et je m'attends encore à des surprises et, comme je le disais, plutôt à de bonnes surprises. On fasse signe si j'espère que je ne dépasse pas trop le temps de parole. C'est vrai que chaque témoignage est intéressant. Stéphane me dit oui, donc c'est bon là. Je voulais faire une parenthèse et remercier nos partenaires aujourd'hui. L'ambassade d'Ukraine, bien sûr, qui vous a préparé un superbe cocktail au 3e étage. La société Sanofi, merci d'être à nos côtés, aux côtés de l'Ukraine. Je pense que plus que jamais, vous êtes l'exemple de ceux qui croient en ce pays. J'aime à dire qu'il faut regarder l'Ukraine comme un pays qui va coûter à l'Europe, mais plutôt un pays qui va rapporter à l'Europe. Et les investisseurs sont plus que les bienvenus et sont attendus, parce que c'est grâce aussi à toutes ces entreprises internationales que l'Ukraine pourra avancer et entreprendre et continuer sur le chemin des réformes. Donc merci à Sanofi, merci aussi à Madame Olga Sanson, si tu veux bien te lever comme ça, tu es repérable, qui depuis des années est directrice d'une agence de voyage et qui organise des séjours individuels ou de groupe. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez un projet de voyage en Ukraine. Et elle est donc un de nos partenaires. La TV 3D, petite parenthèse sur Stéphane déjà, un grand projet aussi, voilà, c'est aussi ça le savoir-faire français qui est attendu en Ukraine. Une expérience qu'on va partager tout à l'heure. J'ai pas vu le film, mais il paraît que c'est assez émouvant. Et puis un partenaire de renom qui est aux côtés, bien sûr, qui est en Ukraine depuis toujours, Ukraine internationale, représenté ici par Guillaume Arenas, si tu veux bien lever la main, qui donc vous propose un billet d'avion aller-retour pour 2 et aussi le copartenaire à l'hôtel Hilton de Kiev. Une parenthèse sur Ukraine internationale, ça se sait pas forcément, mais Ukraine internationale fait également beaucoup pour l'Ukraine et vient en aide particulièrement à une association qui s'appelle Défense du Patriote, qui depuis juin 2014 forme aux premiers soins les soldats et volontaires qui vont au front. Donc sur les 3 semaines qui précèdent l'envoi sur le front, les hommes ont 2 jours de formation aux premiers soins, parce qu'en fait ils se sont aperçus que 30% des morts auraient pu être évités si leurs compagnons avaient pu apporter les soins adaptés. Et ils fournissent une trousse de premiers secours à l'issue de ces 2 jours de formation. C'est en fait le dernier élément de leur équipement. Et je sais que Ukraine Internationale est partenaire dans la mesure où elle transporte un certain nombre des composants de cette trousse gratuitement, parce que les composants viennent de pays différents. Voilà, donc c'est Patriote, Défense du Patriote. Le comité représentatif soutient cette action en collaboration avec le Congrès mondial ukrainien. J'en profite pour saluer parmi nous également M. Taras Rolichny, président du comité représentatif nouvellement élu, si tu veux bien comme ça
tout le monde met un visage sur toi. Voilà. Donc qui a une tâche à accomplir qui est immense sans doute, puisque accompagner l'Ukraine dans les réformes et les investissements, c'est pas rien. Voilà, donc merci. Je voulais également en profiter pour remercier nos partenaires communication qui ne figurent pas sur ce slide. Mais je vois Yulia Lev qui est dans la salle avec Eva Communication qui sait communiquer et transférer les informations en grand nombre. Également, J'aime l'Ukraine, je ne vois pas de représentants, mais je sais qu'ils ont diffusé l'association Ukrainart et tous ceux qui ont reposté sur les réseaux sociaux et sur les mails. Merci à tous. Et merci également à l'association de la jeunesse ukrainienne qui a mis à disposition 4 de ses membres pour l'accueil tout à l'heure. Je vais peut-être passer maintenant la parole à Dmytro Atamaniuk, qui est également un des co-organisateurs et qui est président de l'association médicale caritative France-Ukraine, qui a bientôt 1 an, je crois. Voilà. Et qui a fait un travail incroyable. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous présenter notre association Aide médicale caritative France-Ukraine qui se formait un peu plus d'1 an et s'est enregistrée en juin 2014. Suite aux événements à la place de Maïdan en février 2014. Notre équipe a commencé à se former et œuvrer pour les blessés de Maïdan et pour apporter une aide humanitaire aux participants des manifestations à la place de Maïdan. En été 2013, nous avons eu la possibilité d'accueillir 3 blessés de la place des pagailles à Maïdan avec les interventions ophtalmologiques. Après, nous avons pu accueillir avec nos partenaires en Ukraine Association internationale de support de l'Ukraine, MAPU en ukrainien, aussi un blessé militaire ukrainien pour le greffe de nerfs. Grâce à nos collègues médecins, nous avons pu organiser les échanges de savoir-faire médical. Donc il y avait des missions des médecins neurochirurgiens français qui ont parti en Ukraine et vice-versa, nous avons pu recevoir en stage des neurochirurgiens ukrainiens ici à Paris. Depuis octobre 2014, nous procédons aux collectes d'aide humanitaire, surtout matériel médical et aussi des vêtements, donc matériel médical pour les hôpitaux et vêtements pour les temporairement déplacés, surtout de Crimée et de région de Donetsk et Lugansk. Depuis octobre, nous avons pu envoyer 15 convois humanitaires, dont les camions de 90 mètres cubes, dont 3 ambulances. Grâce à l'ambassade de France en Ukraine, nous avons eu la subvention qui a permis de financer une ambulance et un matériel médical neuf qui a été acheté pour la clinique de Starobelsk en région de Lugansk. Là pour cet été, nous avons prévu en fait un projet pour accueillir des enfants, des blessés, des grièvement blessés et des familles des victimes ici en France, à la fois dans les familles d'accueil et grâce à l'association de jeunesse ukrainienne dans le camp ukrainien des Rosées en Franche-Comté. Aussi, nous organisons en fait deux camps dans les Carpathé aussi pour les enfants des familles des blessés et des victimes de la guerre plutôt à l'est de l'Ukraine. Donc si vous voulez savoir plus sur notre association, sur notre équipe, n'hésitez pas à visiter notre site amc.ukr.fr. Vous pouvez trouver les petits flyers à l'accueil. J'aimerais également remercier toute notre équipe. Il y a plusieurs personnes que je vois ici qui œuvrent pour l'Ukraine ici.
au niveau médical et au niveau humanitaire. Aussi plusieurs bénévoles qui nous ont aidés. Et, merci à vous tous. Merci pour votre support. Et avec notre optimisme, je crois qu'on peut faire pour l'Ukraine beaucoup. Et ensemble, nous sommes forts. Razom sila. Gloire à l'Ukraine. Les membres de l'association AMCFU à se lever parce que depuis plus d'1 an vous faites un travail gigantesque. Donc levez-vous pour qu'on puisse vous identifier, ceux qui sont là. Je sais que Bogdan, voilà, qui d'autres. Voilà, tonnerre d'applaudissements. Allez, allez. Ne soyez pas timide. Voilà. En plus, tous ceux qui sont et à Paris, en Ile-de-France et aussi en province, parce que c'est tout un réseau qui s'est mis en place. Et des camions partent d'Avignon, de Bordeaux, de Perpignan, de Lyon, de Nice bientôt, Lille, de Normandie, d'Angers, enfin voilà. Donc allez sur le site, il y a des comptes rendus régulièrement qui permettent de suivre l'actualité, les actions. Vous pouvez bien sûr continuer à les soutenir. Et j'en profite donc maintenant pour passer la parole à Stéphane, pour qu'il puisse nous parler un petit peu de son film et qu'on puisse regarder cette merveille. Merci Natalia pour faire un petit peu la pression dès le départ. D'autant que moi, j'ai pas du tout l'habitude de parler, alors j'ai une double difficulté, parce que je suis plutôt derrière la caméra, pas devant un pupitre, devant du public, donc il faut que je m'habitue. Et deuxièmement, après ces discours très poignants, c'est difficile de prendre la parole. Donc moi, mon expérience en tant qu'observateur international, d'ailleurs, elle a démarré grâce à Natalia qui m'a envoyé un mail parce que je souhaitais participer. Et je remercie tout de suite Anne Grange, qui est dans la salle, qui m'a, il y a quelques mois précédant mon départ, m'a contacté parce qu'elle avait une production, c'est une productrice aussi de talent, et qui avait besoin de fonds pour un jeune réalisateur qui s'appelle Nicole Angèle et qui est à côté d'elle aussi, qui partait en Ukraine et pour réaliser un court-métrage. Donc moi j'ai tout de suite dit oui, allez, levez-vous, voilà. Non, je l'apprécie beaucoup, d'autant qu'ils sont là ce soir, je suis doublement heureux. Et c'est grâce à ces deux personnes que j'ai réussi à contacter Natalia et qui m'a donné un bulletin d'inscription. Donc je me suis tout de suite inscrit. Alors, avant de partir, je me suis dit, bon, c'est la première fois, je ne connais pas le métier, qu'est-ce que c'est qu'observateur, qu'est-ce que je vais y voir, Kiev, quel est le vrai, quel est le faux, au niveau des informations, des médias, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et je me suis dit, je vais quand même prendre une petite caméra, ne sachant pas si j'avais la possibilité, le droit tout simplement, de tourner des images dans les bureaux de vote, c'est peut-être interdit, etc. Donc je me dis, bon, on ne sait jamais, c'est une petite caméra, elle ne prend pas trop de place, et puis je verrai sur place. Et quand je suis arrivé à Kiev, là j'ai eu un choc, parce que je me suis retrouvé en face de deux mondes. Il y avait encore les séquelles de Maïdan, il y avait encore les barricades, il y avait encore les tentes sur l'avenue Kretiaty qui correspond un peu aux Champs-Élysées chez nous. Il y avait encore des militaires, des gens en treillis, etc. Mais à côté de cela, il y avait des businessmen, il y avait une vie civile, il y avait des belles jeunes femmes ukrainiennes, il y avait des enfants qui mangeaient des glaces, et ces deux mondes se côtoyaient. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose de très fort que je suis sûr qu'on ne verra plus jamais après, et que je dois... j'ai senti une mission qu'il fallait que je capte ces images pour l'avenir, pour l'Ukraine, et pour témoigner. En fait, c'est plus par l'objectif de ma caméra que je vais témoigner, parce que je n'ai pas le talent de gala. Et c'est ce que j'ai retranscrit quand je suis revenu à Paris.
Et j'étais un petit peu déboussolé parce que c'est vrai qu'en plus l'Ukraine, moi je suis d'origine ukrainienne et c'est un peu le cœur qui parle aussi. Et j'ai senti l'obligation de ne pas regarder tout de suite ces images. J'avais besoin de les mettre de côté. J'ai dit bon, c'est fait, ça y est, il y a des moments forts que j'ai filmés, mais voilà, digérons. 2 mois après, je les ai montrés à mon stéréographe qui n'a pas pu venir ici. J'aurais bien aimé qu'il soit avec moi, avec lequel je travaille. Alors le stéréographe, oui, c'est un peu technique. C'est la personne qui contrôle dans les images 3D l'œil gauche, l'œil droit pour qu'il y ait une bonne convergence. Bon, alors c'est si technique, mais je m'arrête là. C'est un métier très spécifique de la 3D. Et lui, quand je lui ai montré ces images, il m'a dit « Mais attends, mais ce que tu as filmé, c'est extraordinaire. Regarde sur l'ambiance sur la place Maïdan, regarde dans les bureaux de vote la façon dont les Ukrainiens votent. Bon, je ne vais pas vous dévoiler le film, mais il y a des choses un petit peu surprenantes, nous, Français, parce que on ne vote pas du tout de la même façon. Fais quelque chose, fais un film, fais un court-métrage. » Et donc, du coup, je l'ai fait, j'avais le recul, et j'ai sorti un 12 minutes, que vous allez voir. Mais en fait, ce n'est pas la version initiale. Vous allez voir la version, on va dire la version complète, la version très élaborée. Puisqu'au départ, je vous souhaitais juste que les images parlent toutes seules. Donc je l'ai montré aussi à Nicolas qui est là-haut, et qui m'a dit oui, le film est très fort, on comprend, mais moi j'étais avec toi, puisqu'on a travaillé en binôme en tant qu'observateur. Moi je connais l'histoire, mais est-ce que ça va être compréhensible aux Français, au monde entier, puisque ce film a été vu aux États-Unis, en Pologne et en Belgique, et en fait c'est une première en France. Voilà, c'est pas la peine de partir à Cannes, hein, finalement ça se passe aussi ici. Et du coup, après le retour d'un premier festival en Pologne en fin 2014, les regards étaient assez favorables, mais tous m'ont dit « Écoute Stéphane, ton film est bien, mais il manque vraiment une écriture, il manque un commentaire. » Bon, alors j'ai pris mon courage en 2 mains, je ne suis pas du tout quelqu'un d'écriture, mais bon, il faut se lancer, et finalement, j'ai écrit un texte, vraiment, je le redis encore une fois, un texte qui venait du cœur, que j'ai demandé à traduire en ukrainien, puisque je voulais absolument que le film soit ukrainien, qu'on puisse écouter le chant de la langue ukrainienne, avec un sous-titrage français, évidemment, pour que tout le monde puisse comprendre, et que cette langue ukrainienne soit dite par une personne que j'admire beaucoup, qui n'est pas là. Parce qu'il est très courageux. Voilà, c'est Vassil Slipak. Vassil Slipak, c'est un jeune chanteur d'opéra, qui est un homme très actif, hein, et qui a décidé, il y a quelques semaines, hein, je peux le dire, de repartir en Ukraine, tout simplement pour aller défendre son pays. Donc il a pris le treillis, il est allé là-bas, il est... Donc je suis très ému pour lui, et bon, je lui souhaite bonne chance et bon retour parmi nous. Alors, on va passer à la projection. Donc je vous invite à... Vous avez tous vos lunettes 3D, de les mettre, et puis après, bon, je suis prêt à répondre à vos questions ou aux questions du public, même pour les observateurs. Voilà, je vous remercie, bonne projection. Ton émotion du début. J'espère juste que ce film n'est pas le testament de Vassil. Quoi dire après un film pareil?
juste qu'on a bien fait de ne pas aller à Cannes ce soir, effectivement. Et heureusement qu'on est ici, à l'UGC, village Bercy, que je remercie aussi, et particulièrement Gabrielle qui se trouve tout en haut là-haut, et qui est une femme extraordinaire. Merci Gabrielle. Un accueil de folie. Voilà. Donc si vous avez des événements à organiser, n'hésitez pas à venir dans ce cinéma. J'ai reçu un coup de fil dans la lumière. Voilà, pardon, non. Je voulais dire que mercredi dernier, j'ai reçu un coup de fil de Radio Free Europe, qui est une des radios qui émet vers l'Ukraine, à destination de l'Ukraine. Et comme il se fait que j'ai eu divers postes et que j'ai eu affaire avec l'Union européenne, on m'a demandé de commenter la situation de l'Union européenne par rapport à la crise européenne. Voilà, l'impact. Et à la fin de cette émission, enfin de cette interview, j'ai dit, tiens, mais vous savez, il y a un chanteur d'opéra ukrainien qui a quitté Paris pour se rendre en Ukraine. Il s'appelle Vassel Slipak. C'est un homme qui a un talent, un don de Dieu. Il a une voix de basse exceptionnelle. J'ai eu l'occasion de le voir chanter sur la scène de l'UNESCO quand la Bulgarie célébrait le 100e anniversaire de son plus grand chanteur d'opéra. Et Vassel Slipak était invité pour interpréter quelques arias d'opéra avec sa voix exceptionnelle. Il est sorti sur la scène avec une petite cocarde bleue et jaune. Tiens, je me dis, ah, bon, ça doit être un Ukrainien, celui-là. Il a fait une prestation exceptionnelle. Et donc, il m'a frappé mon esprit. Voilà, j'ai essayé de suivre un peu ce qu'il devenait. Et donc, j'ai informé la personne de Radio Free Europe, de la présence de Vassel Slipak sur le front en Ukraine. Je dis, ce serait intéressant que vous suiviez un peu ce qu'il devient. 2 jours après, j'ai reçu un courriel de Radio Free Europe me disant que Vassel Slipak était bien arrivé en Ukraine, qu'il est sur le front, qu'ils vont suivre son destin. Donc j'espère qu'il pourra nous revenir en pleine santé, en bonne santé, mais qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui dévoiler la partie du front sur laquelle il se trouve. Et donc j'espère qu'au moins cette radio-là essaiera de voir ce qu'il devient et pourra le soutenir et l'interviewer, qu'il en reviendra en bonne santé. Merci.